Bonsoir. Pour la CAN 2019 qui aura lieu pour la première fois dans sa nouvelle version du 15 juin au 13 juillet prochain, au Cameroun évidemment, le comité local d'organisation, le COCAN, a défini il y a quelques semaines, quelques mois déjà, les sites qui vont donc accueillir les différentes équipes. Le groupe A jouera ses matchs au stade Paul Biya d'Olimbe, c'est à Yaoundé, d'une capacité de 60 000 places. Le groupe B sera logé ici à Douala au stade Japoma, 50 000 places. Le groupe C sera basé au stade Amadou Ahidjo, à Yaoundé également, 40 000 places. La ville de Bafoussam recevra le groupe D au stade principal Kwekong, 20 000 places. Le stade Omnisport de Limbé avec ses 20 000 places, c'est l'affaire du groupe E. Et enfin, les matchs du groupe F se joueront dans la ville de Garoua, au stade Romdé, à Dia, 30 000 places. Chacun des sites, évidemment, concentre un ensemble d'infrastructures additives pour une meilleure organisation de la compétition, des stades d'entraînement, des hôtels, des hôpitaux, des infrastructures routières et aériennes. Un dispositif qui subit des visites régulières des différents acteurs liés à l'organisation. C'est le cas, par exemple, de la mission de sécurité FIFA-CAF qui a achevé par le site de Douala sa visite des infrastructures sportives, hôtelières et aéroportuaires ce 1er novembre 2019. La dite mission est retournée à Yaoundé où elle était reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement, et le délégué général à la sécurité nationale. Conduite par le président de la Fédération nigérienne de football, Djibrila Hima Hamadou, elle quitte le Cameroun demain, 2 novembre 2018. Quel peut être l'impact des différentes crises sécuritaires que traverse notre pays, le Cameroun, sur l'organisation de la CAN 2019? Question sous-jacente à toute cette actualité-là. Le professeur Félix Zogo est secrétaire général du ministère de la Communication, président de la commission communication du COCAN 2019, homme politique, militant du RDPC. C'est donc le haut fonctionnaire, l'enseignant et l'homme politique, je l'ai dit, que je reçois ce soir pour faire d'abord le point des préparatifs de la CAN 2019 et l'occasion faisant le larron, discuter des sujets d'actualité et d'intérêt général. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dipita, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de STV. Évidemment, nous sommes toujours heureux de vous recevoir dans le mythique fauteuil rouge. Hein. Mais c'est un plaisir partagé. On aura certainement de l'information à bonne source. Ben, je l'espère. En tout cas, nous sommes là pour ça. Alors, je le disais tout à l'heure, en parcourant votre CV tout à l'heure, j'ai pu remarquer que vous êtes né plutôt à Douala. Oui, oui, je suis né à Douala il y a 59 ans déjà. Donc j'ai passé à Douala une bonne partie de mon enfance. Donc c'est une ville chaleureuse que vous retrouvez. Oui, bien sûr, c'est une ville que mes parents ont découvert d'abord très longtemps avant que je ne naisse, plus d'une dizaine d'années avant que je ne naisse. Et nous avons, pour la plupart, les 3/4 de notre famille sont nés ici à Douala, ont grandi ici à Douala. Et après, naturellement, puisque nos parents furent des serviteurs de l'État, eh bien, on a continué de les suivre partout où ils allaient. Dans la ville frondeuse, vous êtes frondeur? Ben, frondeur, je pense que c'est une manière de voir, les choses. Pourquoi? Je ne pense pas du tout que le simple fait d'être de Douala ou né à Douala voudrait dire que l'on soit frondeur. On est toujours frondeur, quel que soit là où on se trouve, parce qu'en démocratie, il faut solliciter ceux qui décident, il faut porter à leur connaissance, n'est-ce pas, la vision que chacun de nous, citoyens camerounais, avons de notre pays. Non, je ne pense pas du tout que Douala mérite ce statut de ville frondeuse. C'est une ville, d'abord c'est la première métropole du Cameroun. C'est-à-dire que quand vous êtes à Douala, qui est la vitrine de notre pays, vous prenez la mesure de ce qu'est le Cameroun. De par sa diversité, sa démographie, c'est la ville la plus peuplée du Cameroun. Et puis son caractère économique et moderne, donc qui nous fait à nous tous fierté. Donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté qu'on se retrouve à Douala.
Douala, le Vouri, comme le Fundi d'ailleurs, qui n'ont pas forcément soutenu votre candidat, s'ils ont senti au dernier résultat des élections présidentielles. C'est une expression de la démocratie. Le président de la République préside notre pays à partir du siège des institutions. Il a, dans ce département qui est celui du Fundi, il arrive en tête. Ça, il ne faudrait pas l'oublier, il arrive en tête. À Douala, ce n'est pas tout à fait le cas et c'est d'une courte tête que cela se passe. Non, je pense que c'est l'expression d'une démocratie qui nous interpelle. Là, je parle naturellement en tant que militant de mon parti, le RDPC, qui interpelle d'ailleurs tout le monde, qui interpelle tous les acteurs politiques et sociaux pour faire une lecture, procéder à une lecture froide, objective de la situation et maintenant continuer de fourbir ses armes, en toute démocratie naturellement, fourbir ses armes pour les grandes échéances qui nous attendent maintenant dans, bon, disons, moins d'1 an pour les législatives et les municipales. Et peut-être autre chose, peut-être les régionales qui s'étendent. Voilà. Alors, on en reparle en fin d'émission sur les questions politiques. Parlons peut-être d'abord football, sport, Kokan. Pour être au même niveau d'information avec vous, avec nos téléspectateurs, parce qu'on ne le dit pas souvent assez, on ne le perçoit pas toujours. Comment est structuré le comité local d'organisation? Je veux dire que dans son ossature, dans son fonctionnement, dans ses mécanismes, comment est-ce que tout cela est organisé? Alors, le comité d'organisation locale de cette compétition, en réalité, qui a été mis en place organiquement depuis la CAN féminine 2016, est une instance opérationnelle qui régule et applique les directives qui sont arrêtées, les orientations qui sont arrêtées par d'autres structures au niveau supérieur, en l'occurrence le comité de pilotage qui lui est présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, et donc qui définit les orientations, et le comité local d'organisation, qui est une exigence par ailleurs de la CAF, propriétaire de l'événement, assure l'organisation au plan matériel. Il s'agit de l'organisation qu'il faut distinguer de tout ce qui concerne la préparation. Donc en réalité, le volet fonctionnel. Oui, le volet tout à fait fonctionnel, vous avez parfaitement raison. Dans le volet fonctionnel, vous avez à la tête un président secondé par un vice-président, en l'occurrence le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le ministre Bidounkpat, donc, qui est secondé par, en tant que vice-président, le président de la FECAFOOT, en l'occurrence le président du comité de normalisation, le maître Api. Ensuite, il y a l'organisation technique qui est placée sous la coordination d'une direction du tournoi. Donc la direction du tournoi, c'est un peu, si on peut faire le parallèle, un peu le secrétariat général de cette instance, donc qui coordonne le travail des différentes commissions techniques. Donc nous avons donc les différentes commissions techniques, parmi lesquelles la commission communication, mais il y en a d'autres, hein, il y en a une bonne vingtaine d'autres, la sécurité, les finances, assurances, la billetterie, le marketing, l'hébergement, la restauration, l'accueil, l'animation, etc., etc. Donc ce sont des commissions techniques qui, elles, chacune dans son domaine et sur la base d'un organigramme parfaitement établi, assure donc chacune en ce qui la concerne la préparation de cet événement. Alors, justement, je faisais le clin d'œil tout à l'heure. On a l'impression effectivement que toute cette armée de travailleurs, si l'on s'en tient à ce qui s'est plus ou moins fait ailleurs, est quand même un assemblage de fonctionnaires. Je veux dire, quand on regarde, par exemple, la Coupe du Monde 98 en France, c'est Michel Platini qui est président du comité d'organisation. Quand on regarde la Coupe du Monde en Allemagne, c'est un ancien footballeur, ancien entraîneur. Ben, je veux dire que chez nous, au Cameroun, on aurait peut-être compris que le comité de pilotage soit ceux qui ont l'expertise administrative, mais qu'au niveau du comité fonctionnel, de ceux-là qui, au niveau opérationnel,
ce soit quand même des gens qui ont l'expertise de la chose technique? Bon, écoutez, moi je laisse la responsabilité à ceux qui ont choisi euh, de jeter leur dévolu sur des personnalités du monde du sport ou d'une manière générale de la société civile, parfois même du monde des affaires. Vous auriez pu prendre l'exemple également du Gabon, dont le président du comité d'organisation pour la CAN 2017, qui s'est déroulée au Gabon, était un opérateur économique. De surcroît, je pense qu'il n'était même pas de nationalité d'origine gabonaise. Donc chaque État qui accueille la compétition prend des options qui sont les options qu'il trouve les mieux à même de lui permettre de conduire à bonne destination les objectifs qui lui sont assignés. Je noterai qu'au Cameroun, c'est le ministre des Sports, qui est un institutionnel, mais à côté de lui, vous avez le président de la Fédération camerounaise de football, en réalité, qui est le partenaire direct de la CAF, puisque d'ailleurs l'appellation dans le cahier des charges, c'est l'association nationale organisatrice. Donc c'est en réalité, au plan technique, le vice-président est-qualité président de la FECAFOOT, qui n'est donc pas un fonctionnaire, qui assiste le ministre des Sports, lui qui est un institutionnel. Voilà un peu l'option, donc l'option qui a été prise par le Cameroun, parce que je pense, je n'étais pas dans l'esprit de ceux qui ont pris cette décision, mais je crois comprendre qu'il y a là une volonté de mettre à contribution la puissance institutionnelle de l'État pour pouvoir résoudre un certain nombre de questions. Je prends un exemple. Par exemple, la commission santé. Prenons la commission santé ou la commission sécurité. Ça, ce sont des domaines, des secteurs régaliens de l'État. C'est-à-dire que la politique sanitaire dans notre pays est d'abord une politique publique et qui est mise en œuvre au plan institutionnel. Pour parler beaucoup plus simplement, il faut des hôpitaux. La CAF nous dit, voilà les normes, voilà les exigences par site. Il faut avoir des hôpitaux de telle catégorie. Ces hôpitaux doivent être équipés de manière spécifique. Voici les plateaux techniques qui sont exigés par rapport aux problèmes de santé qui peuvent découler de l'organisation de la compétition. Je ne parle pas de la sécurité, qui là alors vraiment est du domaine régalien de l'État. Qui d'autre que, n'est-ce pas, le ministère de la Santé publique pourrait aujourd'hui, alors même qu'une politique de santé publique est en train d'être mise en œuvre, intégrer donc ces exigences pour accélérer les processus. Ici à Douala, nous avons par exemple l'hôpital La Quintini, nous avons l'hôpital général de Douala et nous avons, je crois, l'hôpital gynéco-obstétrique. Ce sont des hôpitaux qui ont été conçus pas toujours dans une optique de médecine sportive. Il faut leur donner maintenant une dimension sportive qui puisse répondre efficacement aux exigences. Donc fondamentalement, ça n'a pas d'impact, le fait que l'institutionnel soit en plein dans l'organisation de cette compétition de façon directe. Moi, je pense que s'il y a un impact, il est même positif. D'accord. Il est même positif parce qu'il a des décisions à prendre que seul peut prendre l'institutionnel. Je prenais l'exemple du secteur de la santé, j'aurais pu en prendre de nombreux autres. Je prends par exemple même la commission communication, comme vous le savez certainement, et vos auditeurs le savent aussi, le Cameroun a pris la décision de produire le signal TV international de cette compétition. C'est un enjeu énorme à travers donc la télévision publique. On en reparlera par la suite. Donc c'est pour dire effectivement, mais à côté de ces hommes et de ces femmes, il y a des hommes en provenance et des femmes en provenance de tous les secteurs. Vous avez certains qui viennent du monde sportif, il y a des opérateurs économiques, il y a des ressortissants de la société civile. Je prends un exemple comme la commission billetterie aujourd'hui qui est présidée par une dame qui est
d'une profession libérale est avocate et elle a assisté, n'est-ce pas, d'expertises qui ne sont pas toujours nécessairement relevant du secteur institutionnel. Alors, excepté peut-être pendant ou à l'occasion des sorties d'inspection comme celle-ci, qu'elles soient locales avec les gouverneurs qui sont les présidents locaux d'organisation ou alors au niveau national avec les missions de la CAF et autres, on a souvent l'impression de se demander, mais au quotidien, que fait le COCAN? On ne perçoit pas toujours, bon, vous êtes au cœur, hein, comprenez nous autres, bien sûr, bien sûr. On ne perçoit pas toujours les actions qui sont menées, j'ai failli dire au quotidien. Évidemment, les stades, ça se construit, ça se voit, mais que fait le COCAN? Au quotidien, comment ça fonctionne? Pour entrer un peu dans les secrets. Alors, comment ça fonctionne? Je vous le disais, il y a un cahier de charges qui est présenté par la CAN, par la CAF, autant pour moi, au Cameroun. Et chaque commission s'approprie le contenu de ce cahier de charges en ce qui concerne son domaine d'attribution, donc de compétences. Et effectivement, vous avez raison de le dire, qu'au stade actuel, effectivement, on peut ne pas percevoir toujours, n'est-ce pas, le travail qui est fait, par des commissions. Si je prends une commission, par exemple, comme la commission hébergement, c'est un travail énorme. Sur une ville comme Douala, qui était déjà, n'est-ce pas, créditée d'un parfait niveau de capacité hôtelière, il y a des questions de mise à niveau à faire. Il y a des questions des grilles d'identification et de sélection de nombreux hôtels, de grandes classes qu'il y a à Douala, mais la CAF n'en demande pas tant. Elle demande un certain nombre d'hôtels avec des caractéristiques précises. Donc, il faut définir d'abord les grilles de sélection. On sélectionne sur la base de quoi? Donc, on les met en compétition, peut-être qu'on les met en compétition, ou alors on prend des décisions unilatérales, et après, on approche et on travaille avec les promoteurs de ces hôtels pour leur dire, écoutez, vous avez été retenus pour faire partie des hôtels dans la ville de Douala, mais attention, vous avez des modifications, des adaptations à faire. Par exemple, vous savez que les hôtels qui accueillent les délégations sportives doivent prévoir des chambres doubles, puisque les joueurs, c'est un impératif, doivent dormir à deux dans les chambres. Donc, ne serait-ce qu'à ce niveau, il y a des adaptations. On vous demande d'avoir des piscines, on vous demande d'avoir, si vous hébergez plusieurs délégations, il faut avoir des restaurants différents, il faut avoir des salles de fitness différentes. Donc, c'est ce travail. J'ai pris l'exemple qui me venait comme ça à l'esprit, qui est celui de la commission hébergement, mais vraiment, ce n'est qu'un exemple. Hein. Donc, c'est ce travail-là que cette commission fait. Alors, dans d'autres villes, sur d'autres sites, c'est beaucoup plus ardu. Vous savez, lorsqu'on a lancé ce projet, on nous disait, par exemple, qu'on ne voyait pas, dans une ville comme Bafoussam, quel est l'hôtel qui aurait pu accueillir, n'est-ce pas, des hôtes du niveau et de la qualité de ceux qui nous venaient de la CAF. Aujourd'hui, si vous repartez à Bafoussam, vous êtes plutôt satisfait? Bah oui, mais bien sûr, il n'y a pas que nous qui sommes satisfaits, mais la CAF elle-même. Si vous arrivez sans publicité aucune dans l'un de ces établissements, moi-même, Camerounais de mon État, je n'y étais jamais arrivé, c'est la préparation de la CAN qui m'aura amené à le faire. Il y a des sites tout simplement paradisiaques. Vous vous posez la question de savoir si vous êtes encore au Cameroun. Alors, qui l'eût cru il y a quelque temps? Alors, c'est un travail qui est fait avec des promoteurs, parfois qui avaient déjà leurs projets. Ils avaient déjà des projets qu'ils avaient mis en chantier et l'organisation, le comité local d'organisation vient donc à leur côté, parfois en les appuyant, je dirais même en général, en les appuyant, y compris financièrement. Je prendrai également la ville de Garoua, nous ne parlerons pas de Limbé qui est pratiquement fin prêt de ce point de vue. Je prenais la ville de Garoua aujourd'hui, tous ces hôtels qui sont en construction, mais attention, il faut avoir des solutions backup, il faut avoir des solutions de rechange qui peuvent faire qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir, je ne sais pas, une catastrophe, même naturelle.
même naturelles. On a eu des alertes à Garoua, de violentes pluies, parfois qui ont failli déstabiliser les structures en construction. Il faut donc des solutions derrière pour pouvoir, n'est-ce pas, prévoir en cas d'imprévu, eh bien, comment on rebondit. Donc, les établissements existants, les viabiliser. Et puis, il ne faut pas seulement penser aux délégations sportives, il faut penser à toute cette armada supporters, journalistes, voilà, d'accompagnateurs. D'accompagnateurs qui viendront et qui vont... Imaginez-vous une grande nation de football comme l'Afrique du Sud, par exemple, qui tombe à Garoua. Ou le Nigeria même, qui est tout à côté et qui tombe à Garoua, eh bien, il y aura un déferlement extraordinaire de supporters. Donc, voilà à peu près quelques exemples que je peux vous prendre. J'ai pris celui de la commission hébergement. Vous transposez à d'autres commissions. D'ailleurs, en l'occurrence, mais certainement nous en parlerons au cours de cet entretien, la commission sécurité, aujourd'hui qui est au cœur de toute une mission spécifique. Nous parlerons certainement aussi de la connexion de cette commission sécurité avec la billetterie. A priori, la billetterie, c'est on va dans une imprimerie, on imprime des billets, on les vend. Non, cela n'est plus ça. La billetterie devient aujourd'hui un outil au service de la sécurité. Donc, ce travail est fait au quotidien et les commissions se réunissent. Elles rendent compte à la direction du tournoi qui coordonne tout ce travail. Le président de la commission juge nécessaire si oui ou non des réunions doivent être faites et après les décisions qui ne peuvent pas être prises au niveau du COCAN sont remontées au niveau du comité de pilotage et même parfois à un niveau plus élevé au niveau de la présidence de la République. Alors je suis peut-être un peu pressé, me diriez-vous, mais en même temps, je veux dire qu'au moment où les choses semblent s'accélérer, s'achever d'ailleurs sur le plan de la construction et de la mise en place de toute cette architecture, on aurait peut-être aimé voir aussi, je veux dire, en termes de visu, entendre des affiches, cette communication peut-être subtile, mais qui peut commencer à susciter l'adhésion des Camerounais. Nous sommes quand même le pays hôte. À 7 mois, un peu plus ou un peu moins de 7 mois de la compétition, on a l'impression qu'au niveau de la commission de la communication, pourtant on a pu bien voir que des journalistes, vous en avez recruté. Hein. Oui, non, vous n'êtes pas pressé du tout en posant cette question. Je pense que vous la posez au bon moment, effectivement, et nous sommes tout à fait à l'aise de vous apporter des réponses et à travers vous à ceux qui se posent également cette question au sein de l'opinion publique. C'est notre rôle et donc lorsque il faut y répondre, nous le faisons avec beaucoup d'entrain et avec beaucoup de plaisir. Il n'échappera à personne, s'agissant de la communication, que cette CAN camerounaise, donc la CAN 2019, a connu un certain nombre de soubresauts. Le premier étant le changement de format. J'allais dire, si soubresauts il y a, parlant d'un changement de format, eh bien, on dira que c'est une péripétie objective. C'est-à-dire l'organisateur a décidé que on passe de 16 à 24 équipes, de 4 sites à 6 sites, et que cette décision était d'effet immédiat, c'est-à-dire dès la compétition à suivre, donc celle du Cameroun. Le Cameroun avait la possibilité de dire non. Moi, je me suis préparé pour 4 sites, il y en a 6, je continue mes préparatifs, mais je ne suis plus en course pour cette compétition à ce format. Eh bien, le chef de l'État a dit non. C'est une option irréversible. À 6, comme à 4, on va y aller. Nous pouvons penser que sa décision tenait au fait qu'en réalité, en ce qui concernait les infrastructures sportives notamment, l'objectif du Cameroun allait bien au-delà des contraintes de la CAF, et ceci bien avant le changement de format. N'oublions pas qu'après la CAN féminine en 2016, il y avait déjà 3 sites, donc 3 stades qui avaient été homologués aux normes CAF.
le stade omnisport de Amadou Ahidjo à Yaoundé, le stade de Limbé, les deux ayant accueilli la compétition, et le stade de Bafoussam. Dans un format à 4, il n'aurait plus fallu qu'un stade, un seul, pour être conforme aux prescriptions CAF. Or, il y avait déjà deux autres grands stades, Olembe et Japoma, en construction. Il y avait celui de Garoua qui était en réhabilitation. Donc, il ne restait plus qu'à prendre les dispositions nécessaires pour accélérer les travaux et se situer à ce niveau. En tout cas, toujours est-il que cette décision avait été prise. C'est alors que, n'est-ce pas, naturellement, sans que cela n'engage les organisateurs que nous sommes, hein, vous, moi, tous les Camerounais, une polémique venue d'on ne sait où est née, sur la capacité et même la possibilité, une possibilité de plus en plus présentée comme certaine, de retrait de cette compétition au Cameroun. Vous comprenez que dans un tel contexte, la communication est à s'adapter. On peut effectivement choisir de faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire le chien aboie, la caravane passe. C'est une option communicationnelle. Mais ce n'est pas celle qui a été prise par le gouvernement et par les différentes instances de l'organisation. Il fallait d'abord traiter cette objection. L'engouement dont vous parlez, c'est un engouement qui doit être basé sur une conviction. Vous savez, la communication a ceci de particulier que si vous n'y prenez garde, elle vous fait passer pour quelqu'un qui vend du vent. Il fallait donc que les Camerounais aient à voir se réaliser à leurs yeux au quotidien l'engagement que le chef de l'État avait pris quant à affirmer et mettre sa légitimité en jeu pour dire le Cameroun sera prêt le jour dit. Lorsqu'il le dit, beaucoup de Camerounais ne voient pas encore. Et les plus, on va dire, les plus honnêtes mais sceptiques se disent, ben, écoutez, est-ce que c'est vraiment possible? Nous avons rencontré parfois même des techniciens de très haut vol qui nous disaient, mais c'est impossible de construire un stade de cette dimension dans ces proportions. Alors, c'est alors que survient le contexte politique. Certains ont pu penser que l'organisation de la CAN aurait pu être un argument de campagne. On avait beau leur dire, mais écoutez, l'élection présidentielle se déroulera en 2018 et la CAN se déroulera en 2019. Ils n'en ont eu cure et on pensait qu'ils pouvaient en faire un argument de faiblesse, d'instrumentalisation de l'opinion publique. Ils ont amplement communiqué dessus, sur les réseaux sociaux et même dans les médias conventionnels. Nous avons pris l'option de parler par l'action. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit vous-même, et je suis heureux, nous sommes heureux que nous en arrivions à ces niveaux, qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les Camerounais, les citoyens, les observateurs, les acteurs, y compris nos partenaires, la CAF et tous ceux qui nous suivent dans ce projet faramineux, eh bien, aujourd'hui, comme on dit, dire c'est faire et faire c'est dire. Donc, tout le monde voit très bien que le débat sur les infrastructures est en passe d'être clos par lui-même. Et donc, quand à partir de ce moment, nous engageons maintenant une communication intensive, et vous avez raison de dire, il faut un engouement. Il faut un engouement populaire. Nous savons que là où le Cameroun est attendu maintenant, c'est cuite de ces infrastructures dans le cadre de la CAN. Vous avez vu de nombreux pays à travers le monde, et parfois des compétitions très élevées qui n'arrivaient pas à drainer des publics vers les stades. C'est l'enjeu aujourd'hui. Et il faut commencer à le faire en créant cet engouement dont vous parlez. Donc, des communications de masse, également, d'abord, de manière intensive, mais également, étant donné que la cible d'un tel événement, c'est d'abord la jeunesse, parce qu'il s'agit de sport, eh bien, intégrer les outils que la jeunesse affectionne, notamment donc les communications digitales, et c'est à partir de maintenant notre challenge. Il y a donc un timing. Il y a un timing qui devait prévoir que dès lors que nous passerons l'étape de cette commission, de cette mission de sécurité FIFA-CAF qui vient de terminer son travail, et
l'étape de la 4e visite, oui, qui est, il y en a 6. Hein. On connaît dans le cahier de charge le nombre de visites d'inspection. Alors, à partir de ce moment, on signera les accords cadres, car jusqu'à présent, le Cameroun n'a pas encore, au sens juridique du terme, dit oui à la CAF. C'est au plan juridique l'accord cadre qui va être signé après la prochaine visite d'inspection qui démarre incessamment, je pense, dès la semaine prochaine, que le Cameroun sera invité donc à signer l'accord cadre et ensuite les accords villes, c'est-à-dire les villes qui reçoivent. Alors à partir de là, on peut donc y aller. On va déployer toute l'armada, voilà, toute l'armada communicationnelle de l'événement. Alors, venons-en donc de façon plus directe, puisque là, on était encore en train de déblayer tout l'environnement, à cette mission de sécurité CAF FIFA. C'est une première dans l'organisation de ce genre de compétition? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, la CAF, tout comme toute organisation sportive, le comité olympique pour les Jeux olympiques, la FIFA pour les compétitions qu'elle organise, l'UEFA, etc., accorde une importance monumentale aux questions de sécurité. Il y a un nombre de personnes, je ne suis pas sûr que dans l'histoire du Cameroun, il y ait eu déjà autant de personnes attendues au même moment dans ce pays. Il y a simplement 2 indicateurs qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est que 24 pays, c'est pratiquement la moitié du continent qui est concerné. Pratiquement. Un peu moins, mais pratiquement la moitié du continent africain qui est concerné en termes de pays qualifiés. Mais derrière, vous avez tout l'engouement sportif qui vient derrière. Deuxièmement, en 2019, nous avons une CAN qui se joue à 24 équipes et qui va, n'est-ce pas, charrier une curiosité de la part de l'opinion publique sportive mondiale. Parce qu'à 24 équipes, nous sommes en train de nous rapprocher des standards de l'UEFA, par exemple. Et donc, l'Afrique, peut-elle le faire? À travers le monde, nous avons des observateurs qui sont bien curieux de voir ce que l'Afrique peut faire en termes d'organisation. Ils viendront le voir. Ceux qui ne viendront pas regarderont à travers les médias. Et ils le regarderont ou ils viendront le voir sur place, d'autant plus que en 2019, cette CAN va constituer le seul événement footballistique majeur à travers le monde. Personne n'aura d'autre chose à se mettre sous la dent que cette compétition. Donc vous comprenez que dans un tel contexte, la sécurité, je veux dire sans préjudice de ce qui peut se passer en termes de climat sécuritaire dans un pays, même dans le pays le plus pacifique et le plus pacifié au monde, chaque fois que vous regroupez autant de personnes en un lieu, eh bien la sécurité est au cœur de vos préoccupations. Donc, chaque fois, il y a donc une mission qui entre en jeu à un moment donné pour venir auprès du gouvernement regarder qu'est-ce qui est normalement prévu en termes de sécurité, parce que c'est d'abord une mission régalienne de l'État de veiller à la sécurité des biens et des personnes, même en temps normal. Maintenant, en temps événementiel, majeur comme celui-là, eh bien, il faut connaître les contraintes de cet événement pour les intégrer. Alors, ces gens viennent, cette délégation vient, une délégation de très haut niveau. Elle est conduite par un colonel-major qui est lui-même président d'une fédération, la fédération nigériane de football, et nigérienne autant pour moi de football, et donc qui viennent ici à la rencontre du gouvernement dire bon voilà ce que vous faites déjà en temps normal, voilà ce que nous on attend en termes de sécurité et que nous avons déjà implémenté ailleurs. Quel est le dispositif infrastructurel? Parce qu'il y a un dispositif infrastructurel et puis il y a un dispositif conceptuel de cette sécurité. Donc, c'est ainsi qu'il faut comprendre la présence de cette mission à ce moment précis
au Cameroun. Vous savez, il y a des choses qui n'avaient jamais été faites au Cameroun en matière de sécurité dans les enceintes sportives, notamment les centres d'observation de vidéosurveillance. Donc aujourd'hui, ils nous disent, je prends juste cet exemple pour dire, écoutez, dans chaque stade qui va accueillir les matchs de compétition, il faut un local équipé et qui permette à tout moment de savoir, à partir de la vidéosurveillance, ce qui se passe non seulement à l'intérieur du stade, mais à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire que, et parfois au-delà des villes. Aujourd'hui, je vais vous le dire, à partir du stade omnisport de Yaoundé, Amadou Ahidjo-Jodé Yaoundé en Fandena, vous êtes capable de voir ce qui se passe au stade omnisport de Limbé, grâce à ces dispositifs sur lesquels le Cameroun avait déjà anticipé. Ils viennent observer comment ils fonctionnent. Le système de billetterie qui est en train d'être mis en place permet, au moment où M. Dipita Tongo achète un billet, dès lors que vous achetez votre billet, immédiatement, vous êtes connu des services de sécurité. On connaît votre identité, on connaît votre phénotype physique, et quand vous arrivez, on connaît votre domicile, vous savez où est-ce que vous êtes domicilié, puisqu'on vous identifie au moment où vous achetez le billet. Et puis, quand vous arrivez au stade, on sait là où vous êtes attendu, à quelle porte, quel couloir, quelle porte vous êtes attendu, et quel est le siège que vous allez occuper. Et donc, vous voyez très bien que pour que notre système de sécurité intègre de telles contraintes, il faut qu'il travaille main dans la main avec la sécurité. Ça peut être crainte, même si c'est compréhensible. Je veux dire que entre la limite de la sécurité et la limite des libertés, il n'y a comme pas. Mais vous savez, bon, je vais vous dire, en la matière, le Cameroun n'innove pas. Ah bah, je vous disais que c'était la première fois que nous n'avons pas d'autre choix que de le faire. Et comme on le dit, c'est le bandit qui a peur du gendarme. J'ai pris le cas de M. Dipita, qui va tranquillement regarder son match. Bon, il n'a aucun souci, il achète son billet. Tout ça est transparent pour lui, voilà. Mais évidemment, si vous avez affaire à un kamikaze qui, lui, essaye de voir comment il peut faire exploser une bombe à l'intérieur du stade, évidemment, il va avoir du souci à se faire. Alors, quels sont les autres aspects sécuritaires qui ont été sculptés par cette commission, si je peux le dire comme ça? Vous avez parlé évidemment de la sécurité des biens des personnes, vous avez parlé de la sécurité de la billetterie, il y a les infrastructures hôtelières, il y a les infrastructures, il y a certainement une sécurité sanitaire. Absolument, oui. Absolument, c'est pour cela qu'ils ont les trois catégories d'infrastructures qui ont été auditées. Ce sont les infrastructures sportives d'abord, ensuite les infrastructures hôtelières et enfin les infrastructures donc, sanitaires. Donc, alors, s'agissant des autres aspects de sécurité, déjà au niveau des infrastructures sportives, il y a la question de la gestion des mouvements de panique ou de catastrophes éventuelles qui peuvent malheureusement arriver à l'intérieur d'une enceinte sportive. Donc, il y a des mouvements de panique, des paniques qui sont organisées. Vous savez, il y a des gens qui vous... ne soyez pas surpris hein, qu'à l'approche de cet événement, à travers les médias ou à travers d'autres réseaux, eh bien, qu'on vous dise attention, si vous allez à Limbé, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Donc, les gens qui y sont, au moindre petit bruit qu'ils vont entendre, eh bien, ils vont penser à cela. Ça peut créer un mouvement de panique. Donc, ils vont demander, alors, le dispositif qui est mis en place permet une évacuation sereine en combien de temps? Nos critères, c'est 8 minutes, par exemple. Pour un stade de 60 000 places, il faut qu'en 8 minutes, tout le monde soit sorti du stade. Donc, ces dispositifs, ils vont, n'est-ce pas, les auditer aussi, pour voir, bon, vous dites en 8 minutes, mais quels sont les équipements et quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour cela. Alors, s'agissant naturellement des hôtels, les hôtels posent un problème parce que ces hôtels doivent continuer de fonctionner. Absolument. Si vous prenez un hôtel de classe... En tant qu'établissement commercial. Donc, il y a des gens à l'intérieur de l'hôtel qui viennent, qui prennent leur réservation, qui prennent leur chambre et qui vivent et qui habitent dans cet hôtel. Comment assurer la sécurité des délégations
aux côtés, n'est-ce pas, de ceux qui, normalement, ne doivent pas être non plus gênés par le fait qu'il y a une sélection qui loge à l'intérieur de l'hôtel. D'ailleurs, le promoteur hôtelier lui-même, il va se dire, mais après la CAN, il y a une vie. Et c'est bien beau d'avoir 2 délégations que j'héberge, mais après, qu'est-ce que je fais? Donc, elle aura à cœur de continuer d'apporter un service de qualité à sa clientèle, donc sans la gêner. Donc, il y a des techniques de sécurité qui existent. Et lorsque ils vont dans les hôtels, eh bien, ils communiquent sur cette équipe de sécurité et demandent que on apporte les ajustements nécessaires. Vous avez parlé de la sécurité sanitaire. Vous savez, les erreurs médicales existent, malheureusement. Malheureusement, il y a des malades qui trépassent parce qu'il y a une mauvaise anesthésie qui a été faite. N'est-ce pas? Un médecin n'est pas à l'abri d'une erreur, c'est un humain. Et donc, il y a des dispositifs également qui doivent être mis en place. On sait qu'il y a par exemple des sportifs qui ont perdu l'usage de leur motricité parce qu'une IRM a été mal faite. Donc, ils vont, je dis l'IRM parce que c'est l'un des examens les plus courants que les sportifs doivent subir. Donc, quels sont les équipements, par exemple, en matière d'IRM qui sont en place? Est-ce qu'ils sont appropriés? Est-ce que les risques sont maîtrisés? Les personnes ressources appelées à manipuler ces équipements, sont-elles qualifiées? Alors vous avez effectivement peut-être bien fait de prendre le cas de Limbé comme exemple en termes de sécurité. Et on sait qu'en ce moment, ce n'est certainement pas la chose la plus sereine dans le contexte actuel de relative instabilité. Est-ce qu'on peut être rassuré aujourd'hui que si la compétition commence demain, ces mouvements qu'on observe ici, ça tire de temps en temps jusqu'aux alentours de Buea, jusqu'à la proximité de la ville de Limbé. Que peut-on dire à ces populations-là pour les rassurer? Vous pourrez partir de Moutenguéné, allez prendre votre ticket, regardez votre match, rentrer sereinement sans que vous n'ayez d'incident. Oui, ce que je puis vous dire et aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment, c'est que toutes les dispositions vont être prises pour que cette compétition, où qu'elle se joue, je dis bien où qu'elle se joue, qu'elle puisse se jouer en toute sécurité. Autrement dit, d'ici juin, le calme sera là. Je voudrais éviter qu'on aille au-delà de la problématique sportive. Bon, et bien sûr que la problématique sportive n'est pas désincarnée. Évidemment, si vous allez aujourd'hui organiser un match, je veux dire, à Alep en Syrie, bon, je dis Alep en Syrie parce qu'on sait qu'il y a une situation de conflit armé aujourd'hui quasi permanente. Je prends cet exemple non pas pour heurter, n'est-ce pas, à nos amis syriens, mais pour prendre l'exemple d'un conflit qui est en train de se dérouler. Évidemment, le problème, on ne va pas dire on va créer un îlot de sécurité dans une ville comme celle-là et on va garantir que l'événement se déroulera tout à fait normalement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le niveau sécurité optimal, dont insécurité zéro, n'existe nulle part. En 1992, au Sénégal, la CAN s'était jouée, elle se jouait encore à 2 poules, elle s'était jouée à Dakar et à Ziguinchor. Ziguinchor, c'est en Casamance. Et la Casamance, il y a un conflit irrédentiste qui a lieu depuis, on va dire, je ne sais pas combien d'années. Mais c'est à l'actif, n'est-ce pas, des autorités sénégalaises certainement. Cette compétition s'est déroulée, elle s'est achevée sans aucun problème de sécurité. Ce que les membres de la commission FIFA-CAF
ce sur quoi elle travaille également avec, avec les autorités camerounaises, c'est cela. Quels sont, par exemple, en termes disons, de policiers ou de gendarmes, nombre de policiers et de gendarmes qui sont déployés en rapport avec les risques sécuritaires potentiels ou réels, ce sont des indicateurs qui existent en matière de sécurité qu'ils regardent. La formation de ces agents de sécurité, les catégories même des forces qui interviennent, et leur formation en matière de maintien de l'ordre. Parce qu'il faut, si c'est un mouvement de panique ou un mouvement d'émeute, eh ben, il s'agit de maintien de l'ordre et il ne s'agit pas de forces de troisième catégorie, mais des forces qui, elles, sont là pour le maintien de l'ordre. Ce n'est pas le fait du hasard. Si celui qui dirige cette commission est un officier supérieur, ils parlent entre eux, et ils parlent le même langage, ils sont dans le même paradigme et ils arrêtent les mesures qui sont à même de permettre à cet événement de se dérouler, y compris sur des sites potentiellement, on dit peut-être potentiellement, parce que, dit-on, Limbé est donc au sud-ouest, c'est une zone qui est en proie à certains défis sécuritaires en ce moment, mais ce que je puis vous dire, c'est que des dispositions idoines seront prises pour que personne ne se sente en danger dans cette Venons-en à un état des lieux concret oui. des différents sites. Les 6. Le groupe A, je l'ai dit, joue à Yaoundé au stade Olembe, au stade Paul Biya d'Olembe, 60 000 places. Les équipes vont s'entraîner au stade annexe 1 et 2 et le stade La Béac. Les hôtels retenus sont le Mont Fébé, Hôtel Dioga Palace et Olympic Sport Complex Hôtel. Oui. À ce niveau, quel est l'état des lieux qu'on peut faire en termes peut-être d'avancer les travaux, en termes de niveau d'évolution des préparatifs? Que peut-on en dire? Alors, pour ce qui est de la poule A, donc qui va accueillir le match d'ouverture et la finale, donc au stade omnisport d'Olembe, vous observerez que je ne vous suivrai pas pour le moment en ce qui concerne le naming, donc le nom de baptême de ce stade, parce que je ne sais pas encore à mon niveau, mais vous avez certainement, vous savez, les journalistes sont les premiers à être parfois informés. Vous avez sagement esquivé la colle. Voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce stade est à Olembe, et comme vous l'avez dit, il a 60 000 places, donc on va l'appeler le stade d'Olembe. Le stade d'Olembe aujourd'hui, je ne voudrais pas me lancer dans des pourcentages, parce que, comme vous le savez, le process mis en place pour atteindre ces résultats fait en sorte que ce stade-là, tout comme celui de Douala à Japoma, ici à Douala, ces stades sont construits sur plusieurs sites et de manière simultanée. Ils ne sont donc pas construits de manière linéaire et il faut vraiment être au niveau de la coordination et de la maîtrise de la réalisation de cet ouvrage pour faire des calculs assez complexes et trouver le niveau d'avancement. Mais ce que je puis vous dire, c'est que déjà tous les équipements qui devaient être fabriqués sur d'autres sites que celui de Lembe sont au Cameroun. Et ils sont en train d'être installés. Donc les travaux à l'heure actuelle concernent la pose de la toiture, la pose des sièges, et pour ce qui est de la pelouse, elle ne pose aucun problème parce qu'en réalité, elle existe déjà. Il s'agit de la transposer de la pépinière vers le stade et les pylônes également d'électrification sont déjà en place. Donc tout est à disposition pour que ce stade soit livré dans les délais contractuels, c'est-à-dire fin décembre 2018, y compris également les stades d'entraînement. Pour ce qui est, vous avez parlé de l'Olympique, l'hôtel... il y a les hôtels Montfébé, oui, oui. Complexe hôtel au niveau d'Olembe. D'Olembe même. Sport complexe. Sport complexe. Alors, l'option qui a été prise par cette entreprise, alors qu'on ne lui exigeait pas réellement, on lui avait demandé de se concentrer
sur les infrastructures sportives, c'est de dire nous livrons tout le complexe. Bon, on a dit, bah, écoutez, vous livrez tout le complexe, tant mieux pour nous. Donc, effectivement, ce stade de Lembe est compris dans le package de livraison attendu pour le mois de décembre. Quant aux autres hôtels que vous avez cités, ce sont des hôtels déjà de classe internationale. D'accord, qui avaient juste peut-être besoin des petits... Voilà, d'une mise en conformité, peut-être pas à niveau, mais en conformité avec les exigences CAF. Donc, on peut se dire, en termes de respect de délai, objectif au 31 décembre 2019, pour l'instant, on peut dormir les yeux. Oui, bien sûr, bien sûr. Sur cette poule-là, comme sur d'autres d'ailleurs, mais comme non, vous allez certainement pour les poser autres, on y questions. va. Alors, Douala, c'est Japoma, 50 000 places. Site d'entraînement Japoma Annex Stadium, pardon. Il y a le stade de la réunification, évidemment. Qui en fait est un stade de compétition. Abepana. Tel qu'il est en train d'être refait, c'est un autre stade de compétition en réalité. Okay. Il y a le stade Bapelepe et le stade Bolamoussadi. Les hôtels sont Sawa, l'hôtel Stade Land, l'hôtel Pullman, l'hôtel Aqua Palace et la résidence La Falaise. Les hôtels donc ont été retenus. Retenus et pour certains soutenus par le gouvernement pour leur mise à niveau, au terme de normes CAF. Donc, il n'y a aucun souci. Vous êtes ici à Douala, ce sont des hôtels que vous connaissez très bien. Donc on peut rapidement passer sur les hôtels, évidemment, mais je veux dire que les stades, Japoma qui est en construction. Oui, dans les mêmes conditions que Lembe. On a même un peu l'impression que les deux entreprises se font une petite concurrence non avouée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est deux frères jumeaux qui avancent pratiquement au même moment. Donc, le stade de Bolamoussa a complètement été refait. Hein. Oui, je veux dire que je connais très bien. Oui. Il était en terre à l'époque. Oui. Là, on y a mis du gazon, des gradins et tout. Là également, oui, aucun problème. Bapelepe, pareil. Le groupe C, basé au stade Amadou Ahidjo, évidemment. Bon, vous l'avez dit, hein, on va y passer. Il faut quand même le citer. 40 000 places. Stade d'entraînement, il y a annexe Amadou Ahidjo 1 et 2 et le stade militaire. Et puis il y a les équipements. Les équipes seront logées au Hilton, Hôtel Franco et La Falaise. Même dispositif d'aménagement. Pas de problème. La ville de Bafoussam. Voilà. Le groupe D. Oui. Le stade Kwekong, 20 000 places. Avec le Kwekong Annex Stadium, le Bamedi Annex Stadium, le Toktek Annex Stadium et le Bouddha Stadium qui recevront les équipes d'entraînement. Alors. Banjul, est-ce que vous avez noté Banjul? Pour l'hébergement, non. Là, pour l'hébergement, il y a Bouddha. Oui, voilà. En termes de stade d'entraînement. Oui. Banjul y est également. Oui, Banjul y est également. D'accord, ça veut dire que ma note, elle est peut-être ancienne aussi. Elle n'est pas mise à jour. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, pour l'hébergement, il y a les équipes ont le choix entre les hôtels Zigana, l'hôtel Vallée de Bana, le Tajidor Garden Palace et Bangou Hôtel. Oui. Voilà donc qui sont des hôtels. Mais de ce côté, on a plus ou moins tout construit. Hein. Oui, c'est-à-dire que si on revenait un peu sur les stades avec votre permission, juste d'un mot pour indiquer que en réalité, Bafoussam a deux stades de compétition. Il y a donc le stade Kwekong, qui est le frère jumeau de Limbe, mais vous avez ce stade de Toket, qui est un très vieux stade. Mais bon, pour des raisons diverses, qui n'avaient pas pu être, dont les travaux n'avaient pas pu être achevés, et qui a été ressuscité à l'occasion de cette CAN. Et il est aujourd'hui rénové pour être mis au même niveau en termes de capacité et d'ergonomie que le stade de Kwekong. Donc, on peut considérer qu'à Bafoussam, en réalité, il y a deux stades de compétition. Il y a celui de Toket qui est en pleine ville, plein centre-ville, et puis il y a donc celui de Kwekong qui est un peu à l'écart. Et puis, il y a donc le stade municipal Bamenjin, vous avez Bouddha, il y a également donc Banjul, plus l'annexe de Kwekong, parce qu'il y a un stade annexe à Kwekong. Vous voyez donc qu'on est largement au-delà des critères CAF. Alors maintenant, vous parliez donc des hôtels, oui, effectivement, il y a des établissements, le Zingana, il est connu, hein, c'est le fleuron à l'intérieur de la ville de Bafoussam, mais il y a également l'hôtel le Bantou, hein, qui est également en pleine ville de Bafoussam, mais il y a ces deux fleurons hôteliers qui ont impressionné la CAF.
Je vous assure, quand vous arrivez à Bangou ou à Bana, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vraiment, permettez-nous très humblement de tirer vraiment le chapeau à ces compatriotes qui ont choisi d'investir en dehors de la CAN. Hein, donc, ils avaient fait leurs investissements. Et c'est donc aujourd'hui, je vous le disais en début d'émission, que contre toute attente, on se retrouve à Bafoussam avec des critères qui... Au-delà de la moyenne. Au-delà de la moyenne. Non, au-delà même des exigences. Des exigences de la CAF. Alors, Limbé, on va également rapidement passer. C'est le stade Omnisport de Limbé qu'on connaît avec la CAN féminine, 20 000 places. C'est le groupe E qui va y jouer. Il y a les sites tels que le stade Limbé Annex Stadium, le Century Stadium, le Moliko Omnisport Stadium et le Municipal Stadium qui serviront les stades d'entraînement. Les hôtels Fini Hotel, Parliamentarian Stadium, Mountain Hotel, Atlantic Beach Hotel hébergeront les équipes. Et puis enfin, il y a les matchs du groupe F qui vont se jouer à Garoua. Le Roumdé Adja, évidemment, 30 000 places. Les entraînements s'effectueront au Roumdé Adja annexe. Pomporé Stadium, le Réré Stadium, stade du Sénagès et Coton Sport Football. Alors, évidemment, le dispositif en termes d'accueil des équipes et tout le reste, il est en place. Mais la question fondamentale, c'est de se demander comment on fait pour y aller. En termes d'infrastructures aéroportuaires, routières, quand on connaît évidemment ce que sont nos villes, à ce niveau, quel est l'état des lieux? Oui, alors pour les infrastructures donc, de transport que vous convoquez, que vous interrogez, vous faites bien de le faire. On va essayer de les catégoriser. Les infrastructures d'abord aéroportuaires. Le Cameroun n'a pas attendu la CAN pour disposer, et c'est fait rare en Afrique, de aujourd'hui 4 aéroports internationaux. Douala, le plus grand, plus ancien aussi, Yaoundé, Simalène, Garoua et Maroua Salak. Bon, alors, 4 aéroports internationaux. Maroua n'est pas concerné par la CAN. Donc parlons de celui de Bafoussam Bamongoum, qui en réalité ne sera pas déclassé, mais qui va fonctionner comme un aéroport international. Pourquoi? Parce que, bon, pour des raisons de susceptibilité par exemple, une équipe peut décider de ne pas prendre Camerco. Parce que Camerco, c'est le Cameroun, pays organisateur. Bon, alors vous savez comment ça se passe. Je vous assure que à la CAN féminine, par exemple, juste pour vous prendre un petit exemple, on a eu un souci de ce genre avec une délégation qui demandait que son bus soit le même, qui puisse les transporter, quel que soit là où il se trouve au Cameroun. Alors il s'est trouvé que cette équipe-là, cette sélection qui jouait à Yaoundé, classée deuxième, devait aller à Limbé pour sa demi-finale. Alors, et les contraintes de la CAF font que dès qu'on est à plus je crois, de plus de 200 km, c'est l'avion. On ne va pas par la route. Et donc, ils devaient prendre l'avion de Yaoundé à Douala. Mais ils exigeaient d'avoir le même bus. Ah ouais. Comment faire? C'est ce bus qui les accompagnait à l'aéroport et qui devait les retrouver à Douala. Donc vous voyez, ce sont des... Comment ça a été géré? Ben, écoutez, dans la négociation, tout simplement. Ils ont changé de bus. Oui, on a dû négocier en leur disant les critères. Et l'équipe n'a pas remporté le trophée. Non, l'équipe a été éliminée à Limbé. Donc le bus, ça certainement... Peut-être que c'est le bus qui a fait... C'était la phase rire. Parce qu'on nous disait, attendez, ce bus a déjà été traité... par nos préparateurs psychologiques, on ne le change pas. D'accord. Je veux dire, il est clair que sur la question des aéroports, même s'il faut encore des aménagements, on est moins craintif. Oui. Les avions vont atterrir, les avions vont décoller, même s'il ne faut pas faire. Mais c'est surtout sur la question des routes. Moi, je prends le cas plus direct de Douala. Partir de l'hôtel Sava, par exemple, pour le stade Japoma. Japoma, oui. La sortie de la ville, jusqu'à présent, c'est encore un problème assez préoccupant. C'est un combat de titans pour passer. Encore que pour les équipes, évidemment que le dispositif d'accompagnement en cortège sera mis en place. Mais pour les spectateurs, tout le public qui va se déplacer, les autres personnes intéressées de façon indirecte, mais peut-être des journalistes et tout, qui ne seront pas dans ce dispositif-là.
on fait pour y arriver? Oui, alors il y a un volet que vous soulevez tout à fait opportunément, c'est celui des voies de communication, donc des voies de communication, donc de transport à l'intérieur des agglomérations qui vont accueillir la compétition. C'est tout un volet, effectivement, dans lequel sont impliqués, outre le ministère des Travaux publics, et peut-être que ça va nous permettre de continuer de comprendre pourquoi il faut des administrations dans ce genre d'organisation, le ministère des Travaux publics, le ministère en charge de l'urbanisation et les différentes collectivités territoriales décentralisées selon le cas. En général, ce sont les délégués du gouvernement, puisque toutes ces villes-là sont dirigées par des délégués du gouvernement. Donc, il y a tout un volet infrastructure. Et si je vous prends une ville comme Bafoussam, par exemple, on va revenir à Douala, vous avez pris l'exemple. Si je prends une ville comme Bafoussam, c'est quelque chose d'extraordinaire, de monumental qui va se passer à Bafoussam. C'est une véritable révolution copernicienne. Vous vous retrouvez avec une ville de la dimension de Bafoussam, avec plus de 70 km de routes qui vont être aménagées. Les travaux commencent. Et ça a déjà commencé. D'accord. Ça a déjà commencé. Et c'est valable pour Bafoussam. Je dis Bafoussam parce que Bafoussam était la ville la plus meurtrie de ce point de vue. Vous vous rendez compte, 70 km. Complètement viabilisé, avec éclairage public, VRD et tout. Parce qu'il y a des projets qui sont mis à contribution. Par exemple, Bafoussam va bénéficier à la fois du budget d'investissement public donc de l'État, mais également du C2D et je crois d'un troisième projet qui doit être un projet... Sans compter l'emprunt qui a été... Il y a donc, qui est en cours, je crois qu'il est achevé. Ah oui, il devait durer 2 jours. Absolument. Alors donc maintenant pour Douala, vous avez pris l'exemple de Douala. C'est très important ce que vous avez pris, l'exemple de Douala. Nous avons la pénétrante Est qui n'arrive pas à Japoma. C'est un problème. Parce qu'il y a un entonnoir, on arrive, on est à l'aise, et puis brusquement, eh bien, ça se resserre pour partir du pont de Japoma. Quand vous venez de Yaoundé, et si vous venez de Douala, c'est la même chose, par Douala, c'est la même chose, eh bien, vous pouvez passer plus de temps dans cet intervalle de 10 à 11 km que vous n'en avez mis pour partir depuis Yaoundé. Et évidemment, cette question ne peut pas ne pas être adressée. Il y a un certain nombre de soucis auxquels le gouvernement a dû faire face en termes notamment de financement, parce que le projet initialement Orcan était un projet triennal, c'est-à-dire qu'on allait faire, pour faire face aux problèmes de financement, on allait la faire sur 3 ans. Oui, de manière à ce que les financements puissent être étalés sur 3 ans. Alors avec la CAN, on ne pouvait plus. Il fallait faire tout de suite. Et il fallait trouver donc ces financements et la formule qui n'allait pas être une formule du provisoire saupoudrage, mais la formule d'une route définitive sur ces 10 km. Vous avez suivi tout le débat qu'il y a eu entre 10 km qui coûtent tant de milliards, etc. Bon, ça c'est un débat clos aujourd'hui, et les travaux sur cet axe vont démarrer incessamment, et dans très bientôt, en tout cas d'ici avant la CAN, eh ben, cette angoisse ne sera plus qu'un triste souvenir. Hein. Alors vous avez, oui, alors vous avez également des voies de contournement, d'énormes voies de plusieurs voies de contournement hein, qui ressortent par l'ancienne route de Douala. Donc, pour dire, chacun des sites devant accueillir cette compétition dispose d'un volet de voies de communication, de voies urbaines, non pas que on va refaire toutes les routes du Cameroun à l'occasion de la CAN, mais elles seront rendues viables de manière à ce que non seulement l'honneur, mais l'ergonomie même de la circulation dans ces villes soit améliorée. Alors, deux autres aspects avant qu'on ne tourne cette page. On a parlé du volet média et la retransmission des matchs. Bon, puisqu'on est encore dans la communication, on va relativement s'attarder sur le volet téléphonique, Internet, qui jusqu'à présent ne semble pas être extrêmement fluide. Vous l'avez dit, on va recevoir près de la moitié de l'Afrique en termes de pays.
certainement une masse assez importante d'autres acteurs en termes de personnes physiques, ça va nécessiter donc une capacité de fibre optique peut-être, ou alors de réseau Internet assez... Est-ce que le Cameroun est prêt pour cela? Déjà qu'à 25 millions, peut-être moins, peut-être 10 ou 15 millions d'abonnés, les problèmes de communication, de connexion sont énormes. Quel est le dispositif à ce niveau? Alors, il y a une commission TIC Télécommunications qui est donc mise en place dans le COCAN, qui est en charge, entre autres, hein, de cette question de l'Internet, et même au-delà de l'Internet, tout simplement, même des télécommunications d'une manière générale. La disponibilité du Wi-Fi est une exigence de premier plan de la CAF. Partout où, de façon directe ou indirecte, l'intérêt du déroulement de la compétition est mis en jeu, l'Internet doit être disponible. Quand je dis partout où l'intérêt de la compétition peut être amené à être mis en jeu, c'est-à-dire partout. Vous avez un journaliste qui se retrouve, je ne sais pas, dans un restaurant donné, il va dire, écoutez, moi je viens de vivre un fait, je voudrais en rendre compte à ma rédaction. Il faut qu'il y ait l'Internet. Il faut qu'il y ait l'Internet, il faut qu'il y ait du Wi-Fi. Donc, c'est une question, effectivement, qui constitue une préoccupation de premier plan pour le comité d'organisation, d'autant plus que c'est une exigence de la CAF. Sont ciblés, en premier lieu, les sites de compétition, les sites d'entraînement également, là où les équipes s'entraînent. Les sites d'hébergement aussi. Et les sites d'hébergement, naturellement. Les sites d'hébergement. En premier lieu, les aéroports également sont ciblés. Et la commission télécommunications, j'allais vous dire, ce n'est pas le plus difficile en réalité. Vous savez, le Wi-Fi, ce sont des allocations. C'est-à-dire qu'on prend une capacité et on la place quelque part. Okay. Peut-être parfois c'est au détriment d'un autre quelque part qui ne représente pas un intérêt comme celui-là, mais on peut aussi faire des acquisitions ad hoc, c'est-à-dire à l'occasion de ces événements. On peut dire qu'il y a des formules. Il y a des formules qui sont implémentées d'ailleurs en ce moment. D'accord. L'autre volet, évidemment, c'est, on l'a dit, la retransmission des rencontres. Oui. La CERTIVIS est-elle en capacité? La CERTIVIS va-t-elle retransmettre? Il y a eu tout un débat avec la Gardère et tout ça. Les Obivan qui devaient arriver, je crois, 4 ou 6. Il n'y en a que 2. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Oui, oui, tout à fait. C'est un engagement du chef de l'État. Il a pris cet engagement. Nous n'étions pas obligés de le faire parce que je pense, si mes souvenirs sont exacts, en dehors de la CAN d'Afrique du Sud, c'était en 2010, je crois. 2010, ouais. Voilà. Afrique du Sud. Afrique du Sud. Aucun pays... 2010, c'était la Coupe du Monde. C'était la Coupe du Monde, c'était peut-être avant ou voilà. après. Alors, aucun autre pays africain n'a jamais pu prendre sur lui de produire le signal. Alors même que nous étions à 8, ensuite 12, ensuite 16, mais alors aujourd'hui nous sommes à 24. Le Cameroun avait pris cet engagement alors que la formule était à 16. C'est-à-dire nous avions déjà avec nous les équipements de production qui avaient servi à la CAN féminine et il y avait 2 autres équipements de production mobile qui étaient attendus. Et voilà que pendant qu'on y était, on était en train d'attendre les 2 derniers, on nous dit attention, il y a 2 autres sites. Bien, alors, on aurait pu prendre l'option de travailler en partenariat, en binôme, avec l'agent de la CAF. Dire, bon, écoutez, nous, on assure 4 sites et vous assurez les 2 sites restants. Mais les instructions sont encore également arrivées. Non, nous assurons les 6 sites. Donc, les acquisitions y afférentes sont en cours, les décisions sont déjà prises, les marchés sont déjà passés et
ces équipements seront disponibles. Donc ce n'est pas le plus... Bon, quand je dis ce n'est pas le plus difficile, c'est quand même une dévolution de sommes conséquentes. Absolument. Mais je veux dire, dès lors qu'on a ces moyens, on peut acquérir, si on s'y prend à temps, ces équipements. Avec un personnel local, certes. Oui. Voilà la question fondamentale. C'est-à-dire, il faut faire fonctionner ces équipements selon des critères qui sont des critères très précis. Absolument. Parce que ce que la CAF gagne financièrement dans une CAN provient à près de 2/3 des droits de retransmission. Et ces droits de retransmission, les télévisions qui les acquièrent sont exigeantes du point de vue des critères. Et ce sont ces exigences que la CAF répercute auprès du pays qui a la prétention, comme le Cameroun, j'allais dire l'audace, de pouvoir produire lui-même le signal. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus, sur les compétences, la mise à niveau des compétences nationales. Ça ne va pas seulement être la CRTV en tant que telle, mais les compétences nationales. La CRTV fera certainement appel, parce que dans l'état actuel des ressources humaines de la CRTV, on est presque sûr que, sauf à arrêter le fonctionnement de la CRTV, ce qui n'est pas envisageable, eh bien, les équipes techniques et technico-artistiques de la CRTV ne pourront pas être suffisantes pour alimenter, n'est-ce pas, les différents sites. À titre d'exemple, vous avez à peu près 60 à 80 techniciens technico-artistiques requis par site. Sur les 6 sites, il en faut donc 400 à 480. Donc, il y aura naturellement la mise à contribution de ceux qui sont déjà là. Il y a des recrutements qui devront être faits, à titre peut-être, ça c'est sous le contrôle du directeur général de la CRTV, peut-être à titre définitif, mais d'autres qui viendront en appui pour la circonstance. Mais dans tous les cas, il faudra une remise à niveau. Alors, la remise à niveau, c'est beaucoup moins au niveau des opérateurs de prise de vue. Nous avons ce qu'il faut. Chez vous, ici à STV, vous avez ce qu'il faut pour prendre des vues. Je vous autorise pas la réponse dans tous les cas. Certainement, mais comme je vous le disais, c'est sous le... On va certainement faire des aménagements stratégiques pour l'éviter aussi. Voilà, il ne faut pas non plus nous fermer. Hein. Voilà, non, pas du tout. Voilà. Pas du tout, pas du tout. Alors, derrière, ce sont il y a 2 postes qui sont délicats, très délicats même. Ce sont les réalisateurs et les opérateurs de ralenti. Il y a des exigences qui sont des exigences nouvelles et nous allons coopérer avec l'agent de la CAF, Lagardère, là-dessus, pour voir comment on peut mutualiser les ressources tout en protégeant naturellement notre fierté nationale. Imaginez-vous qu'on voit un opérateur de prise de vue autour du stade qui ne soit pas aussi coloré que vous et moi en train de faire des prises de vue. Donc, nous travaillons... Vous éviterez cette polémique-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, il n'y a même pas de souci par rapport à ça. Là-dessus, nous sommes vraiment up-to-date, que ce soit à la CRTV ou que ce soit dans tout le paysage télévisuel national. Pour terminer sur ce volet, évidemment, à supposer que tout le dispositif est mis en place, les retransmissions sont assurées par notre... D'ailleurs, c'est notre vœu aussi, hein, oui, bien sûr. Pour nous alléger. Pourquoi pas supprimer les coûts, nos chaînes privées. Et d'ailleurs, c'est là que... Pourquoi pas, cela peut arriver, effectivement. C'est là que je veux arriver. Oui. Quelle est la place des médias privés dans cette organisation-là en termes de retransmission, en termes de signal, en termes d'apport, en termes d'appui? Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre et que vous savez très bien, c'est que, en principe, pour pouvoir retransmettre un match, il faut en acquérir les droits. Ça, c'est le principe. Voilà. Alors, c'est un... J'espère que la suite va me redonner mon sourire. C'est un marché, voilà. N'est-ce pas? Vous allez au marché, vous demandez le prix d'un produit, on vous le donne, vous l'achetez, et puis vous l'amenez avec vous et vous l'utilisez. Ça, c'est le principe. Maintenant, l'autre principe, c'est que lorsque le pays organisateur est donc impliqué au pays, à la télévision publique du pays organisateur, on n'applique pas ces dispositions. En général, c'est à la télévision publique. Donc, la télévision publique a accès à ces droits, mais
pour seulement certaines catégories, parce que vous savez qu'il y a les droits hertziens, il y a les droits satellitaires. Donc, elle aura le droit, n'est-ce pas, de diffuser à l'intérieur du territoire au plan hertzien. Mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Et vous faites bien de poser justement la question. Nous sommes dans un cas de figure où l'État, avec des moyens publics, a investi pour que ce soit, si vous voulez, la CRTV n'est que l'opérateur, parce qu'il fallait bien choisir un opérateur, mais en réalité, c'est l'État du Cameroun qui investit pour que ce signal puisse aller à travers le monde. Et c'est une économie pour la CAF. C'est pour cela que je préfère prendre ce raisonnement. C'est une économie pour la CAF qui n'aura pas à dépenser ces fonds-là. Normalement, elle aurait recruté un partenaire audiovisuel. En général, je crois que c'est Média Lusso qui le fait pour le compte de Média Pro, Média Lusso pour le compte de la CAF, qui est payé par la CAF. Elle n'aura pas à le faire cette fois-ci. Donc, c'est à nous, dans les négociations qui seront menées, peut-être, de dire, mais on n'imagine pas que cette grande fête, pour laquelle chacun, d'une manière ou d'une autre, aura mis la main à la pâte, se passe en dehors, n'est-ce pas, de notre paysage télévisuel, qui est connu la question pour est être... sur la table. Oui, elle est sur la table. La position du gouvernement, c'est d'obtenir cela. Vous savez, nous avons un paysage télévisuel qui est connu pour être l'un des plus dynamiques en Afrique. Si vous allez aujourd'hui sur les transpondeurs, sur les satellites, je ne sais pas s'il y a un pays qui a autant de télévision disponible sur les différents satellites à travers le monde. Donc, c'est-à-dire que peut-être la CAF elle-même aurait intérêt aussi pour la promotion, la présence de cet événement dans l'espace médiatique mondial, que le bouquet camerounais puisse être présent. Mais en tout cas, l'assurance que je puis vous donner, c'est que la question a été bien prise en compte par le comité d'organisation et les discussions sont en cours avec nos partenaires de la CAF. Alors, de façon générale, je dirais que vous êtes optimiste sur le plan de l'organisation. Vous êtes serein. Du moins, oui. C'est le sentiment personnel. Oui, il faut évidemment le choix aux téléspectateurs. Bien sûr, non, nous sommes optimistes, mais attention, mais il faut rester vigilant. D'accord. Il faut rester vigilant, il faut maintenir l'effort nécessaire pour pouvoir arriver jusqu'à l'organisation elle-même. Tant qu'on n'aura pas sifflé le dernier coup, on n'aura pas sifflé le dernier coup de sifflet, donc si vous me permettez cette tautologie, eh bien, de cette compétition, il faudra demeurer en tous les vigilant. cas, Ahmad est déjà venu soulever le toast. Oui, bon, mais cela ne doit pas nous endormir. Et puis, on l'a toujours dit, lorsque on nous a interpellés sur les déclarations du président Ahmad, que non, la CAF et son président sont les partenaires du Cameroun. Quand ils attirent notre attention sur quelque chose qui pourrait... C'est en toute amitié. Oui, c'est toujours en toute amitié. On aurait pu évidemment parler de l'équipe nationale, puisque c'est en fait l'acteur principal de tout ce qui est mis au niveau des supporters. Là également, c'est un élément d'ingrédient à ne pas négliger. De la FECAFOOT, la fédération locale, mais on aura certainement d'autres émissions, parce qu'en 90 minutes. Alors, je vais donc tourner la page. Il nous reste environ 6 minutes de la CAN pour parler d'autres faits d'actualité. D'abord, on observe, et là je parle davantage au cadre du ministère de la Communication, donc le département porte-parole du gouvernement, on observe comme un durcissement sur les questions de liberté. Michel Ndoké qui est traîné avec un certain nombre d'autres militants devant les tribunaux, des journalistes qui sont invités à répondre des faits devant les tribunaux, ce qui ne se fait pas forcément ailleurs, dans des démocraties autres où on peut voir des tribunaux de paix et tout cela. Est-ce que vous êtes à l'aise dans ce schéma-là au niveau du gouvernement? On a le sentiment que les libertés prennent un coup au lendemain de la présidentielle. Alors, ce que je dirais peut-être un peu brutalement, c'est que on n'est pas allé chercher ces gens-là chez eux ou dans leur bureau pour les traîner en justice ou les convoquer dans des commissariats ou des brigades de gendarmerie. Ceux qui ont été appelés à répondre
à de telles convocations ou qui ont été assignées en justice, s'agissant en tout cas de cette avocate dont vous parlez, savent très bien que c'est ainsi que ça se passe. Une démocratie, ce sont des règles qui sont acceptées et qui sont observées par tous. Faute de quoi, il faut répondre du fait de n'avoir pas eu à les observer. Donc, on ne devrait pas faire comme si ces gens ont été attraits devant les tribunaux de manière arbitraire. Mais ce que vous dites est certes pertinent, mais je veux dire que face à ce refus persistant, permanent, constant, de manifestation, puisque c'est le cas pour notamment les militants du MRC dont on est en train de parler, il peut naître des frustrations, je veux dire qu'à un moment donné, on peut être excédé et ne plus avoir d'autres moyens de soufflement. Alors, de quoi s'agit-il, s'agissant de ce parti politique que vous évoquez? Il s'agit d'un refus de s'insérer dans l'ordonnancement juridique national. Qu'est-ce que j'entends par ordonnancement juridique national? Il y a une élection qui est organisée selon des règles précises. Il y a un code électoral au Cameroun. Ce code électoral, il fait l'objet d'une législation. Cela voudrait dire que le processus législatif qui permet de rendre ce code exécutoire est implémenté. Donc la loi, à ce moment, s'impose à tous. Alors, vous avez donc des acteurs qui rentrent dans ce dispositif volontairement. Ils se portent candidats. Personne n'est allé les chercher pour qu'ils soient candidats à une élection quelconque. Ils se portent candidats. Le processus est enclenché. Leur candidature est retenue. Ça ne pose aucun problème. Jusque-là, le système est bon. Ils vont à l'élection et décident de se substituer à ce que le dispositif a prévu pour proclamer des résultats. D'ailleurs, ils n'attendent même pas que l'élection se déroule. Je vous souviens que 2 jours ou 3 jours avant l'élection, ce parti politique s'était déjà déclaré vainqueur et avait annoncé la fraude. Si ce n'est pas de la sorcellerie, M. Dipita, qu'est-ce que c'est? Alors, donc, vous avez donc des gens comme cela qui ont préparé. Donc, ils sont mis en marche. Qui ont préparé même leur mise en marche. Et vous dites que la justice va faire son travail. Mais si la justice, qui est indépendante, si la justice a décidé de se saisir de certains aspects de cette affaire, c'est à elle qu'il revient de le faire. Les médias seront aussi la cible? Non, vous savez, c'est très difficile dans un contexte comme le nôtre de parler de médias en tant que médias, lorsque on confond médias et politique. On confond médias et politique. Il y a certains de vos confrères et certains de vos organismes qui se sont fortement politisés dans cette opération. Et à partir du moment où vous avez un journaliste, par ailleurs, qui manifeste sur la voie publique alors que, ou qui profane un lieu de culte, ou alors qui profite de l'opportunité que lui offre son antenne pour promouvoir, n'est-ce pas, un comportement contrevenant à ce que la loi prévoit, il cesse d'être journaliste. Il cesse d'être journaliste et à partir de ce moment, si la justice, qui elle est indépendante, décide de se saisir, encore que ce n'est pas parce qu'on est attrait qu'on est forcément coupable. Parce que le procureur de la République, qui a assigné cette avocate, par exemple, pour parler de cette avocate, c'est le procureur qui l'a assigné. Maintenant, à un certain stade de la procédure, il peut arriver que le juge d'instruction estime que les charges ne sont pas suffisantes et la libère, ou alors qu'on la juge. Donc, le procureur de la République est dans son rôle. Il l'accuse d'avoir fait
j'ai vu ça passer, peut-être une apologie de l'insurrection. Bon, il l'accuse. Qu'elle réponde de cela, elle est bien placée pour savoir que, pour le moment, elle n'est qu'accusée. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas les accuser? Ne sont-ils pas des justiciables comme les autres? Non, ce n'est pas une cristallisation. Je ne perçois pas cela comme une cristallisation des libertés. Je pense que c'est une tentative pour ces gens-là de se victimiser de manière à apporter leur combat, qui est un combat perdu d'avance, puisqu'en tout cas sur le terrain démocratique, les résultats sont connus, pour perpétrer ce combat par ces voies. Alors malheureusement, on ne peut pas de la sorte, n'est-ce pas, tomber dans ce genre de pièges qui sont des stratagèmes et qui font que nous avons une élection qui s'est achevée avec un verdict connu et qu'il y ait des gens qui continuent de perturber l'ordre public pour contester justement l'ordre juridique national. Félix Zogo, je vous remercie. On n'aura peut-être pas eu tout le temps de s'étendre là-dessus. La CAN aura eu raison de notre temps. Ce n'est pas plus mal d'ailleurs. Ça permet aux téléspectateurs d'être au même niveau d'information et de l'évolution de cette actualité. Vraiment merci à nouveau d'être revenu pour nous permettre d'en savoir plus. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous donnez à notre opinion publique et à l'opinion publique également internationale d'en savoir encore un peu plus sur ce qui se passe dans notre pays en ce qui concerne en tout cas la préparation de cet important événement, c'est-à-dire la CAN Cameroun 2019. Et pour reprendre Paul Biya, le chef de l'État, le Cameroun sera prêt le jour J. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi l'entretien. Ce soir, nous étions avec le professeur Félix Zogo, secrétaire général du ministère de la Communication, non moins président du comité local d'organisation pour la commission de communication. Pardon. Voilà. Donc, président de la commission de communication du COCAN 2019. Merci, bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition de l'entretien avec. Merci beaucoup.